شكرا السيد العميد. مرحبا جميع الإخوان والأخوات. بعد أن استقينا دروس من المداخلتين الاثنتين التي سبقتا، فشكرا للإخوان اللي ساهموا فيها، وسأتناول موضوعين اثنين رئيسيا هي باللغة الفرنسية les requis de la sortie de crise. Qu'est-ce qui est requis de la sortie de crise? Quelle est la signification de la sortie de crise? Ce n'est pas banal. Il faut réfléchir, il y a des aspects essentiels pour réussir une sortie de crise. Et deuxièmement, quel scénario possible après la fin de la crise? D'abord, 6 points de référence. Quant au premier point, la guerre d'Ukraine a mis fin à une ère de transition post-soviétique. Après l'effondrement de l'Union soviétique en décembre 1991, s'ouvre une nouvelle ère des relations internationales au cours de laquelle il n'y a pas eu d'accord international, de convention entre les grandes puissances, il n'y a pas eu de nouvelle charte des Nations Unies, de nouvelles conférences internationales organisant les relations internationales. Le point de départ, c'était 1945, la charte des Nations Unies, la chute de l'Allemagne nazie et du Japon, la chute des pays de l'Axe. Nous sommes sortis de l'état de la Deuxième Guerre mondiale avec la charte des Nations Unies de 1945 et l'installation de 5 membres permanents du Conseil de sécurité, parmi lesquels l'Union soviétique d'une part et les États-Unis et les autres pays membres de l'OTAN d'autre part, plus la Chine nationaliste, devenue en 1971 la Chine populaire. Cette hiérarchie a organisé les relations internationales. Et lorsque l'Union soviétique s'était effondrée, qu'est-ce qui a organisé les relations internationales? Il y a eu une évolution pragmatique. J'ai étudié ce point, mais je n'ai pas le temps de vous l'exposer, à savoir la fin de la transition post-soviétique qui a duré 30 ans, depuis l'entrée de 1992 jusqu'en 2022, jusqu'à la déclaration des opérations spéciales militaires en Ukraine en février 2022. Cette période de 30 ans a organisé les relations internationales d'une certaine manière. Et la Russie, la montée en puissance de la Chine et la remontée de la capacité militaire de la Russie ont fait qu'il était nécessaire de trouver un nouvel équilibre. Tel que les relations internationales s'étaient déployées depuis l'année 1992 jusqu'à l'année 2022, nous avons observé un déploiement de centres de puissance et une dynamique qui était finalement considérée comme inacceptable par de nouveaux centres de puissance dans le monde, y compris la Russie, qui est remontée comme puissance militaire et qui occupe une superficie importante en Europe et en Asie, et la Chine. Donc, premier point de référence, l'Europe est
est à la recherche d'un nouvel équilibre entre Europe de l'Est et Europe de l'Ouest, parce que l'Europe de l'Est rejette l'ordre européen tel qu'il était modifié unilatéralement à partir de 1992 jusqu'en 2022. Et si Mahmoud Zouri nous a dit l'extension de l'OTAN et un certain nombre d'autres, je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus. L'important, le premier point, c'est que l'Europe est à la recherche d'un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre va représenter le nouvel ordre européen, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial. Deuxième point, la guerre conventionnelle qui se déroule en Ukraine actuellement est une guerre au périmètre limité à l'Ukraine. Il y a peut-être une menace d'extension territoriale des opérations militaires, ce serait un glissement vers un affrontement militaire d'une autre dimension. Mais jusqu'à présent, les belligérants, aussi bien sur le terrain que ceux qui sont fournisseurs et alliés de ces belligérants, insistent pour que le périmètre ne déborde pas le territoire ukrainien. Mais tout est possible. Il se peut qu'un provocateur qui ne soit pas issu d'un des cerveaux de la conduite des opérations militaires, il se peut qu'un provocateur déclenche une réaction en chaîne qui entraîne une guerre d'une autre nature si elle dépasse le périmètre ukrainien. Troisième point de référence, la guerre d'Ukraine est un test de l'armement tel qu'il a évolué depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des guerres locales depuis lors. Vous vous souvenez, les guerres du tiers-monde, les guerres civiles, les guerres menées par les États-Unis, enfin, les guerres de libération, de décolonisation, ensuite les guerres menées par les États-Unis ou l'Union soviétique. En Afghanistan, il y a eu deux guerres en Afghanistan. Il y avait l'invasion de l'Union soviétique en décembre 1979, qui s'est terminée en février 1988. Ensuite, il y a eu la guerre après les événements du 11 septembre 2001. Les États-Unis ont attaqué l'Afghanistan, ils sont restés 20 ans. Ils ne sont sortis qu'en août 2021, après une attaque en octobre 2001. Et les États-Unis sont sortis de l'Afghanistan, ils ont été arrachés à l'Afghanistan. Parce que les nouvelles puissances émergées en Asie ne toléraient pas la présence des forces armées des États-Unis et de l'OTAN qui a fini par se joindre au front afghan avec les États-Unis, n'est-ce pas? 14 pays ont aidé les États-Unis à travers l'OTAN en Afghanistan dans une opération spéciale. Les forces asiatiques ne voulaient plus de ces forces occidentales pénétrant le ventre mou de l'Asie et donc ont expulsé à travers les talibans qu'ils ont aidés comme les Occidentaux aident actuellement l'Ukraine, ils ont favorisé l'expulsion des États-Unis. La négociation avait commencé sous l'administration Trump, elle était terminée et effectuée sous l'administration Biden. Parce que l'exécution a eu lieu en août 2021. Biden a été investi en janvier 2021 à Washington. Et c'était une humiliation. Et cette humiliation de la retraite des forces armées des États-Unis est aujourd'hui un point fort de l'axe sino-russe. Est un des points forts. Et un des points forts de l'Organisation de coopération de Shanghai,
qui est en train de se répandre. L'Organisation de coopération de Shanghai, fondée par la Chine, incluant la Russie, comprend 4 autres pays du centre asiatique et s'est étendue au Pakistan, à l'Inde et dernièrement à l'Iran. Donc nous sommes dans une masse continentale qui est la plus grande du monde, avec une masse démographique qui est la plus importante du monde, qui sont armés intérieurement et doctrinalement pour ne pas se laisser pénétrer par les Occidentaux. Vous voyez déjà une émergence historique de 2 forces stratégiques dans le monde. Et tout cela qui émergeait de manière plus ou moins complémentaire, plus ou moins claire, a connu un détonateur qui est un nouveau rideau séparant le continent européen. Les guerres mondiales ont commencé en Europe. Cette guerre ukrainienne, dont les Européens redoutent les conséquences si jamais elle s'étendait et qu'elle devenait un point de déclenchement d'une guerre du type Première et Deuxième Guerre mondiale, serait redoutable. Donc, nous sommes là dans une situation où 2 axes stratégiques d'envergure mondiale qui ont conquis des capacités militaires, qui ont conquis l'espace et qui ont conquis la puissance cybernétique, qui sont capables de se faire une guerre dans de nouveaux terrains qui n'avaient pas été abordés dans les guerres mondiales précédentes, qui sont la guerre cybernétique, qui peut vous paralyser votre système d'aviation, votre système bancaire, votre système économique, votre système social et de santé, etc., et qui utilise de nouveaux armements. Eh bien, ce champ d'affrontement militaire impitoyable, qui est une vraie guerre, avec l'injection d'une dose de haine importante que nous retrouvons dans les articles de presse de part et d'autre, permet de tester les nouvelles armes. Donc ce laboratoire n'est pas innocent. Voilà quelque chose qu'il faut garder en tête pour le nouvel ordre qui sera probablement scellé dans une convention internationale, dans en tout cas le futur accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, d'une manière directe ou indirecte. Donc, ces éléments, ces craintes, ces appréhensions et ces calculs sont présents dans la sortie de crise. Parce que la sortie de crise ne sera pas purement pragmatique. Elle sera scellée à un moment ou à un autre par une convention internationale qui liera les négociateurs et les signataires. Les signataires seront connus, mais les cerveaux derrière les signataires, nous les devinons, ce sont les nouvelles puissances mondiales. Deuxième point qui a été abordé par les 2 conférenciers avant moi, parmi les 6 points de référence, la non-capitulation. On peut estimer que le belligérant russe, qui est par principe préparé pour une guerre mondiale, pour défendre sa qualité de puissance mondiale retrouvée, ne va pas capituler devant l'Ukraine. Mais politiquement, une capitulation éventuelle de l'Ukraine, que des facteurs objectifs conclurait comme étant inéluctable. Une Ukraine face à la Russie ne peut qu'être écrasée pour des raisons démographiques, pour des raisons techniques, pour des raisons d'armement, de munitions, etc. Eh bien, politiquement,
une capitulation de l'Ukraine devient exclue. Parce que l'Occident, qui d'ailleurs est présent lourdement dans cet affrontement militaire, ne permettra pas une capitulation de l'Ukraine. Il y a donc une manière d'aller vers la sortie de crise qui ne soit pas nécessairement un abandon politique du champ par une reddition de l'un des deux belligérants. Retenons ça. Troisièmement, l'urgence du cessez-le-feu. Les facteurs qui nous étaient exposés tout à l'heure indiquent que la guerre d'Ukraine, à partir du printemps prochain, en particulier de l'automne, va assister à une montée d'échelle dans l'usage des armements et dans les capacités destructives des deux belligérants. La Russie prépare une offensive de printemps, parce que la Russie est capable de tenir une guerre d'hiver mieux que les autres belligérants. La Russie connaît l'hiver. Elle vit en Sibérie, n'est-ce pas? Son plus grand espace est sibérien. Tandis que les Occidentaux luttent difficilement en terrain de guerre, en terrain d'hiver. Mais à partir du printemps, un certain équilibre de mœurs militaires se retrouvera sur le terrain et toutes les données indiquent que la Russie prépare une offensive de printemps après avoir mobilisé des réserves et préparé une offensive de taille, n'est-ce pas, au printemps. Quant à l'automne, les blindés promis, enfin les chars promis actuellement, plus de 30 par les États-Unis et beaucoup davantage entre la Pologne, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ils ne seront prêts pour entrer dans le champ de bataille que vers l'automne, parce qu'on ne donne pas un char à n'importe quel soldat, à n'importe quel officier, il faut préparer, d'autant plus que les chars sont technologiquement beaucoup plus évolués qu'ils n'étaient au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, tous ceux qui fournissent l'armement sur le champ de bataille, dans un camp ou dans l'autre, liquident les vieux arsenaux. Ceux qu'ils avaient hérités de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les premiers qui sont entrés dans le champ de bataille. D'ailleurs, en majorité, ils sont détruits. Mais les nouvelles générations d'armes lourdes, les chars, les missiles et les avions de combat, pour préparer l'armée ukrainienne ou d'autres armées dissimulées, n'est-ce pas? Il y aura certainement des manipulateurs de ces nouvelles armes sous uniforme ukrainien, mais peut-être qu'ils seront polonais, qu'ils seront américains, qu'ils seront des volontaires du type Wagner, etc. Il faut les préparer. Ceux qui ont mis au point ces armes lourdes en vue d'une guerre mondiale future ne mettront pas ces armements entre les mains de n'importe qui. Parce que ce n'est pas pour qu'ils ne soient pas détruits. Une arme est faite pour être utilisée et donc détruite. Mais pour ne pas atterrir chez l'ennemi, qui va l'analyser, la dépouiller et répliquer. Et donc, l'armée ukrainienne sera prête pour déployer cette nouvelle montée en gamme des armements à partir de l'automne. Et donc, ces deux facteurs, la durée de la guerre, qui a dépassé 12 mois au bout d'une semaine maintenant, et la montée en gamme de l'échelle de l'armement, dictent une sortie de crise. Politiquement, il est irresponsable d'entrer dans une guerre d'envergure aussi destructrice en sachant d'avance, les yeux grands ouverts, que nous allons vers une utilisation d'armements infiniment plus importante, parce que ce sont des armements de plus en plus furtifs, en matière de vitesse, donc, qui échapperont aux
observations satellitaires ou d'intelligence ennemie ou d'intelligence humaine, plus précises, n'est-ce pas, et portant une capacité de destruction supérieure, au cœur de l'Europe, n'est-ce pas. Donc, l'urgence de la sortie de crise est politiquement un test d'homme d'État par rapport au cerveau qui téléguide les belligérants. La Russie, qui a son propre cerveau, bien sûr, mais elle se fonde sur les intérêts de ses propres alliés d'arrière-pays, c'est-à-dire la Chine, l'Iran, la Corée du Sud, la Corée du Nord, pardon, un certain nombre d'autres, qui sont des pays nucléarisés, qui ont l'arme nucléaire. Il faut redouter le passage de la guerre classique qui actuellement se déploie vers une guerre utilisant les armes de destruction massive. Que ces armes soient entièrement ou partiellement nucléaires, chimiques ou biologiques, ils seront inacceptables dans la civilisation de notre temps. Et la responsabilité d'entraîner l'ennemi ou d'oser soi-même déclencher un changement de nature de la guerre classique que nous voyons actuellement, qui est une guerre conventionnelle, vers une guerre utilisant les armes de destruction massive, c'est une responsabilité redoutable. Donc, l'urgence du cessez-le-feu ou d'une trêve qui pourrait être prorogée le temps que les négociateurs s'enfoncent dans le cœur des enjeux et promettent un arrêt définitif des combats. Cela peut être un cessez-le-feu, cela peut commencer par une pause, prorogée diplomatiquement ou recommencer jusqu'au moment où elle devient une négociation profonde et responsable, débouchant sur la fin du conflit. Qu'est-ce que la négociation d'un accord de paix? Quatrième point, parmi mes points référentiels. La négociation d'un accord de paix signifie d'abord une amorce qui favorisera l'amorce d'une négociation fondamentale, et non pas seulement bilatérale, qui avait commencé, la négociation bilatérale entre Ukrainiens et Russes, elle avait commencé en Biélorussie, à Istanbul, etc. Mais c'était des tests, des manières de poursuivre la guerre autrement en écoutant l'ennemi autour de table, en présence d'un tiers, qu'il soit biélorusse ou turc ou Nations Unies ou autre. Comment passer vers une négociation authentique de fin de conflit? L'ONU aura-t-elle un rôle à jouer? Mardi dernier, Josep Borrell, le haut-commissaire de l'Union européenne pour les relations extérieures, avait dit « Nous souhaitons une intervention des Nations Unies dans l'amorce d'un processus de négociation. » Personnellement, je ne le crois pas. Je crois que les contacts avec Poutine se poursuivent, non seulement avec les Ukrainiens, puisque les échanges de prisonniers se font fréquemment entre les deux, mais les grandes capitales européennes sont en contact avec les chefs politiques russes, en particulier Poutine lui-même. Et à mon avis, une fois que les conditions d'un passage à la négociation soient établies, on fera jouer un certain rôle aux Nations Unies pour ne pas paraître avoir le premier offert la négociation, ce qui signifie que je ne tiens plus le coup, je préfère négocier. Je ne suis plus capable de faire face
au front militaire que vous m'opposez, je préfère entrer en négociation. Celui qui commencera à réclamer cette négociation ouvertement signifie que c'est lui qui a le premier senti le besoin d'admettre son échec. Ils ne le feront pas. C'est alors qu'ils passeront par les Nations Unies pour camoufler, n'est-ce pas, la situation. Et c'est intelligent. Après tout, les Nations Unies existent pour ça, pour favoriser le règlement pacifique des différends. Donc voilà l'hypothèse d'une interférence des Nations Unies. Je crois que les Nations Unies n'interviendront que si des négociations, des dialogues directs et discrets, n'est-ce pas, aboutit à la maturation d'une ouverture sérieuse de négociation. Je ne parle pas de l'ordre final, je parle d'amorcer la négociation, par de l'amorce. Les deux belligérants exigeront des garanties de sécurité. Je vous rappelle qu'en décembre 2021 et en janvier 2022, la Russie, par la voix de Poutine et par la voix de Serge Lavrov, demandait avec insistance aux États-Unis et aux pays membres de l'OTAN, les 30 pays membres à l'époque, à Bruxelles, d'ouvrir des négociations en vue d'aboutir à une convention pan-européenne incluant l'ensemble des pays constituant l'Europe, donc Est et Ouest, dans un accord de sécurité commune. La notion de sécurité collective est technique. Je parle de sécurité commune, c'est-à-dire une sécurité de tous les pays concernés. Ce sont les propos des Russes, Poutine et Serge Lavrov, et Shoigu, le ministre de la Défense. Donc la Russie réclamait à ses voisins européens, aussi bien qu'aux États-Unis, la négociation d'un accord de sécurité commune pour l'ensemble des pays concernés en Europe, y compris les États-Unis, si les États-Unis estiment qu'ils doivent être parmi les négociateurs européens qui sont leurs alliés au sein de l'OTAN. La Russie n'a rien contre le fait de négocier avec les pays membres de l'OTAN européens et les pays membres de l'OTAN non européens, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Objectif stratégique de la Russie, avant d'entrer en guerre, obtenir un accord de sécurité pan-européen négocié par l'ensemble des pays concernés, donc elle ne mettait pas de veto à la participation de n'importe qui. Et troisièmement, avec des garanties, en exigeant des garanties. Ça fait partie des objectifs déclarés de la diplomatie russe en décembre 2021 et en janvier 2022, et défendu dans les tête-à-tête, les sommets entre Poutine et Biden et les autres entretiens au sommet avec les Européens, et le 10 janvier à Bruxelles, entre une délégation gouvernementale russe et les représentants des 30 pays membres de l'OTAN à l'époque, à Bruxelles, au siège de l'OTAN. C'était la requête russe. Et la Russie a ajouté, nous demandons également des garanties. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous constatons que l'accord pan-européen de sécurité commune bute sur un risque ou une menace de défaillance, les garanties entrent en jeu pour rétablir la sécurité, pour ne pas être acculé à des extrémités. Donc je veux des garanties, je veux des recours. Si j'observe une défaillance dans l'observation des garanties de sécurité générale, je dois faire appel à quelqu'un, quel qu'il soit. Mais je veux des garanties. Donc la Russie exige des garanties, exiger des garanties avant de déclencher l'opération militaire spéciale le 24 février.
Deuxièmement, dans les entretiens ukrainiens face aux Russes à Istanbul, le 10 mars et le 29 mars, en présence des Turcs, les chefs de délégation ukrainiens disaient, et Zelensky l'a rappelé de nouveau le 29 mars 2022, donc un mois après le déclenchement de la guerre, nous, Ukrainiens, nous sommes d'accord pour accepter un statut de neutralité, c'est-à-dire exempt d'armes nucléaires en tant que territoire admettant, n'est-ce pas, des sites nucléaires, et nous n'adhérerons pas à l'OTAN. Ce sont des conditions acceptées expressément par Zelensky le 29 mars 2022 lors des négociations d'Istanbul. Deuxièmement, nous demandons des garanties pour l'accord de paix consécutif sur la base de la neutralité de l'Ukraine. Zelensky s'est engagé. Nous demandons des garanties sur la base de l'article 5 de la charte de l'OTAN. L'article 5, c'est l'article qui institue la sécurité collective. Là, c'est la notion technique de sécurité. Sécurité collective, c'est-à-dire que les membres qui s'engagent à la notion de sécurité collective signifie que si un pays membre, un allié dans la sécurité collective, par exemple au sein de l'OTAN, est attaqué, je m'estime attaqué. C'est ça la sécurité collective. Donc, l'Ukraine, 29 mars 2022, demandait un accord de sécurité internationale avec des pays qui soient garants sur la base de la notion de sécurité collective. Et l'Ukraine est allée plus loin sur la base de la notion de sécurité collective, c'est-à-dire que ces pays garants estimeront que si une défaillance m'atteint, moi, Ukraine, après avoir signé cet accord de paix, cette convention de paix, ils s'estimeront attaqués eux aussi. Donc c'est ça la référence à l'article 5 de l'OTAN. Et l'Ukraine avance comme pays potentiel garant de cet accord international qui finalement n'a pas eu lieu. L'Ukraine a avancé 4 pays membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, membres de l'OTAN, la Chine, ce sont les 4 pays membres permanents du Conseil de sécurité. L'Ukraine n'a pas mentionné la Russie, mais elle a mentionné ces 4-là, et 4 autres qui sont la Pologne, l'Allemagne, la Turquie et Israël. 8 pays garants nommés par les Ukrainiens et confirmés par Zelensky comme pays garants. Donc, le futur accord de paix consacrera non seulement des garanties de sécurité, mais également des pays garants. Ils seront 8 ou ils seront 3 ou ils seront 25, je ne sais pas. Mais la notion de garantie est requise par les deux belligérants. La négociation qui aboutira à un accord de paix et à une fin des hostilités signifie les prémices du nouvel ordre européen. Ce ne sera pas un ordre de paix en Ukraine, ce sera un engagement qui va plus loin que la fin de la guerre russo-ukrainienne, quels que soient les pays par ailleurs qui les soutiennent de part et d'autre. Mais ce sera une prémisse du futur ordre européen. Il comportera une notion de neutralité, donc ne pas s'engager dans l'OTAN, ne pas être
dépositaire d'armes de destruction massive, etc. C'est-à-dire la première fois que l'OTAN connaîtra une limitation de son expansion. Historiquement, l'OTAN créée en avril 1949 n'était pas liée par un engagement de la part des pays membres, ni dans son statut, de limiter le membership, l'adhésion à l'OTAN, nulle part. Cet accord risque de valoir une première limitation de l'expansion de l'OTAN, qui est passée de 16 pays membres au moment de l'effondrement de l'Union soviétique en décembre 1991. Ils étaient 16 pays membres, incluant les deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, en accord avec l'Union soviétique, avec Gorbatchev à l'époque. Ils sont passés de 16 membres à 30 membres en commençant une expansion à partir de 94, 99, etc. Le dernier étant en 2020 la Macédoine du Nord. 30 pays membres, dont 28 Européens, aujourd'hui, dont 30 Européens avec le basculement de la Finlande et de la Suède. Ils ne sont pas encore, n'est-ce pas, juridiquement membres de l'OTAN, mais de facto ils le sont. Donc, nous sommes, avec l'accord de paix et fin des hostilités en Ukraine, avec une anticipation du futur ordre européen. Une levée vraisemblable, partielle des sanctions imposées à la Russie et à ses alliés, une neutralité de l'Ukraine probable, donc non OTAN, non nucléaire, mais candidate à l'Union européenne. Et en contrepartie, l'Union européenne connaîtra de nouvelles attributions. L'Union européenne, maintenant, comprend la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Qui est en dehors de l'Union européenne et de l'UE? La Suisse, la Norvège, l'Islande et la Grande-Bretagne qui vient de quitter l'Union européenne. Et qui sont les membres de l'OTAN? Pratiquement tous ces pays, sauf l'Irlande, qui a toujours tenu à rester en dehors, l'Autriche pour des raisons historiques, Chypre et Malte, n'est-ce pas? Mais qui sont membres de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, dans la nouvelle formule négociable pour la fin de guerre en Ukraine, la fin de guerre actuelle, connaîtra de nouvelles responsabilités, probablement au nom de l'OTAN ou au nom de l'Union européenne, sera une entité capable de fournir des garanties, au moins des garanties économiques, des garanties de maintien de la paix. Donc nous allons vers un nouveau statut limitatif de l'OTAN, extensif de l'Union européenne. Sixième point de mes points de référence, avant de passer au scénario de lendemain, la consistance de l'accord de paix. En quoi consistera le futur accord de paix? Et là, je rappelle les 4 buts de guerre de la Russie. Le premier but de guerre, celui qui a été avancé dans le discours Poutine du 21 février, c'est la protection physique et culturelle des populations du Donbass, c'est-à-dire des russophones vivant en Ukraine en qualité de citoyens ukrainiens. Défense de ces populations. C'est ce que Poutine appelle la dénazification.
Pourquoi dénazification? Parce que depuis 2014, si Mahmoud Mzouri l'a rappelé dans son introduction, il y a eu chute du dernier gouvernement ukrainien allié de la Russie, gouvernement souverain dirigé par Yanukovych à l'époque, dans l'Euromaïdan, soulèvement de la rue dans l'Euromaïdan. Yanukovych cherche refuge en Russie et il y va, et les gouvernements qui lui ont succédé sont tous pro-européens. Or, dans l'Ukraine, depuis son indépendance, chaque fois qu'il y avait de nouvelles élections législatives, il y avait un gouvernement soit pro-russe, entièrement, soit pro-européen, entièrement. Depuis 2014, il n'y a eu que des chefs de gouvernement pro-européens, qui d'ailleurs ont signé des accords, on les a scellés avec l'Union européenne, économiquement, etc. Mais ils ne sont pas entrés dans l'OTAN. Or, depuis 2014, il y a eu une révolte en Crimée. Le Parlement régional de Crimée, n'est-ce pas, ripostant à la révolte de l'Euromaïdan, a proclamé son indépendance et a signé le 18 mai un accord d'adhésion à la Russie, et la Russie a envahi l'Ukraine avec son armée, n'est-ce pas? La Russie avait déjà un accord sur la base de Sébastopol, au sein de la péninsule de Crimée. Il y avait des forces armées russes au sein de la Crimée sur la base d'un accord signé entre la Russie et l'Ukraine, lorsque l'Ukraine était dirigée par des gouvernements pro-russes. Donc la Russie était déjà là, mais après un référendum en Ukraine, confirmant l'appel du Parlement, pas en Ukraine, de la Crimée, confirmant un appel de l'autorité régionale criméenne, la Russie avait rattaché la Crimée au territoire russe. Et nous apprenons un mois plus tard que Poutine, après avoir rattaché la Crimée juridiquement, en l'ayant occupée militairement, donc après mars 2014, avait déployé des armes nucléaires en Crimée, en prévision d'une quelconque riposte du gouvernement ukrainien appuyé par les Occidentaux, etc. Et donc, les Occidentaux se sont abstenus d'interférer ou d'élever le niveau d'affrontement avec les Russes après le rattachement de la Crimée. Immédiatement, Poutine avait déployé des bases, des stations nucléaires protégeant la Crimée. En septembre 2022, les troupes russes avaient occupé l'ensemble qui va des frontières russes avec la Crimée dans le Donbass jusqu'au débouché du fleuve Dniepr qui coupe l'Ukraine en deux du nord au sud. Le delta du Dniepr étant occupé par la grande ville de Kherson. Il n'est pas allé plus loin vers Odessa, mais il s'est arrêté à Kherson. Et les 4 provinces administratives qui partent de Luhansk, qui continuent par Donetsk et qui continuent avec Zaporizhia et Kherson, 4 provinces, référendum en septembre 2022, après occupation des territoires, majorité à 90% en faveur du rattachement à la Russie, proclamation de rattachement des 4 provinces au territoire russe. Donc la Russie s'est unilatéralement étendue sur la base de référendum, juridiquement. Eh bien, la Russie revendiquera un statut soit de reconnaissance de ce rattachement, soit un statut particulier pour ces 4 provinces.
C'est une des bases de la consistance du futur accord de paix. L'accord de paix relativement à la Russie ne sera pas tout à fait un accord de capitulation ou d'échec si la Russie obtient le principe d'une fluidité des frontières territoriales. Parce que l'avenir est encore ouvert. Il se peut que ces provinces déclarées statutairement autonomes face à l'État ukrainien, un jour, en vertu de leurs propres attributions, se rattacheront à la Russie. Donc le principe de la mise en cause des frontières fixées entre l'Union soviétique et les pays de l'OTAN, les États-Unis et les autres, la stabilisation des frontières européennes, qui était une des grandes questions en jeu de la guerre froide, et qui a été consacrée dans la conférence européenne sur la sécurité et la coopération, est mise en question. Serait mise en question par le futur accord de paix. Voici la consistance des accords de paix. Je vous rappelle que la Russie tiendra à ce que la mer d'Azov, qui est une mer devenue mer intérieure russe, depuis le rattachement de la Crimée, puisque la Russie, y compris après 91, possède continentalement la frontière est de la mer d'Azov, elle possède la façade ouest en ayant rattaché la Crimée, mais elle ne possède pas le littoral nord. Le littoral nord, ce sont les 4 provinces que je viens de vous dire. C'est les 2 provinces du Donbass, donc Luhansk et Donetsk, et les 2 autres qui les complètent et qui les rattachent continentalement au territoire russe continental, à savoir Zaporizhia et Kherson. Donc, la Russie tient à maîtriser souverainement la mer d'Azov, qui est un débouché fondamental pour la Russie, et les 2 conférences précédentes nous l'ont avancé. N'oubliez pas que cette bande de territoire au sud-est de l'Ukraine n'est pas un simple territoire voisin de l'URSS, il commande une fonction géoéconomique fondamentale, à savoir l'autonomie maritime de la Russie sur la mer d'Azov. C'est pourquoi l'attaque du pont de Kerch est importante. Qu'est-ce que c'est le pont de Kerch? C'est un pont qui relie la langue territoriale qui sort à partir de la frontière continentale de la Russie vers la Crimée. Et la Crimée en face a également une pointe, et entre les deux, il y a un petit détroit qui s'appelle Kerch, qui a été comblé par un pont réalisé, n'est-ce pas, rapidement par la Russie, pour pouvoir amener l'armement vers le champ de bataille de Russie, sans passer par le continent, par le nord de la mer d'Azov. Le pont de Kerch était un cordon ombilical fondamental pour alimenter la guerre loin des canons continentaux de l'Ukraine, n'est-ce pas, reliés au territoire ukrainien. Le pont lui donnait une autonomie considérable, jour et nuit. Voici donc les buts de guerre de la Russie. Quels sont les buts de guerre de l'Ukraine? Je vous ai rappelé tout à l'heure que le 29 mars 2022, l'Ukraine avait accepté de ne pas adhérer à l'OTAN, de ne pas être dépositaire d'armes nucléaires, conformément au mémorandum de Budapest que Si Mahmoud nous a rappelé tout à l'heure, et de demander tout juste une convention internationale de paix avec des garanties de sécurité en ayant nommé 8 pays garants.
l'Ukraine a ajouté, le 29 mars 2022, que les territoires, les provinces actuellement dirigées par des séparatistes ne constitueront pas pour nous un obstacle. Elles ne feront pas l'objet d'une condition pour signer la convention de paix, pourvu que nous ayons les pays garants qui s'engageront en vertu de la sécurité collective, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc les provinces actuellement sous domination des séparatistes, ils étaient la Crimée, Louhansk et Donetsk. Mais depuis le 30 septembre 2022, ils sont devenus 5, avec Zaporijia et Kherson. Donc l'engagement du 29 mars 2022 ne peut plus rester. Et d'ailleurs, hier, à Munich, dans la réunion sur la sécurité mondiale de Munich, le discours de Zelensky était: nous demandons l'adhésion à l'OTAN, nous demandons l'adhésion à l'Union européenne, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de stabilité en Europe sans adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne, sans l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc, ces conditions que je viens de vous mentionner et qui remontent à mars 2022 ont été mises en cause par le président ukrainien tout juste hier et confirmées par les discours des autres occidentaux. Donc, il y a une remise en question du statut de neutralité et du principe, n'est-ce pas, de la Convention internationale avec les garants, en tenant les provinces actuellement sous domination des séparatistes en dehors de l'accord. Maintenant, l'accord, c'est tout le paquet de l'Ukraine. Donc, les buts de guerre de l'Ukraine viennent de changer depuis hier. Ils sont devenus beaucoup plus importants. Le 15 novembre 2022, donc après le rattachement des 4 provinces continentales de l'Ukraine à la Russie, Zelensky avait fait un discours devant le G20 qui se tenait alors à Bali, en Indonésie, et avait déjà demandé l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc, déjà, le 15 novembre 2022, devant le G20, auquel Poutine s'était abstenu de participer pour la première fois, n'est-ce pas, Zelensky avait fait un discours dans lequel il exigeait le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous sommes devant des buts de guerre, n'est-ce pas, très loin l'un de l'autre, entre l'Ukraine et la Russie. Voici le tableau à la veille de la négociation de paix, quelle qu'elle soit. Voici le tableau. Maintenant, je passe aux prémices du nouvel ordre international. Il est 1h30, combien de temps nous reste-t-il, mon cher Simamo? Nous avons dépassé le temps, on avait les questions. En tout cas, c'est la finalité, n'est-ce pas, de cette intervention, le scénario de la fin. Bien, je vais vite, parce que c'était le clou, mais je voulais vous donner les bases géostratégiques de la fin de guerre en Ukraine. Alors, quel scénario peut-on envisager? Bien sûr, plusieurs indices indiquaient une évolution de l'ordre mondial dès l'avènement de Donald Trump à la tête des États-Unis. Et des mesures ont été prises, n'est-ce pas, pour aller vers ce nouvel ordre, y compris la négociation avec les talibans, qui n'étaient pas au pouvoir à l'époque en Afghanistan, pour que les forces armées des États-Unis, basées en Afghanistan depuis 20 ans, octobre 2001, n'est-ce pas, puissent quitter l'Afghanistan en paix.
sans être harcelé. C'est Trump qui a ouvert la négociation. Et c'est l'administration Trump qui l'a signée. Elle est passée dans les faits avec 2 mois de retard sous l'administration Biden. Donc, il y a déjà un nouveau tableau du déploiement des États-Unis dans le monde et en particulier au cœur de l'Asie, qui a commencé avec l'administration Trump, n'est-ce pas? Est-ce que la Russie va exiger? Là, je reviens sur un point important soulevé par M. Mahmoud au début. L'Ukraine n'était pas un pays simplement membre du pacte de Varsovie. L'Ukraine faisait partie, de même que la Géorgie et les 3 pays baltes, des républiques constitutives de l'Union soviétique. L'Union soviétique était une fédération de 15 républiques. Et la Russie juge de la carte d'expansion de l'OTAN en fonction de ce paramètre. L'OTAN est libre de s'étendre dans les pays membres du pacte de Varsovie, mais elle ne doit pas toucher les pays, même devenus indépendants, qui avaient été des pays constitutifs de l'URSS, de l'Union soviétique. Or, l'Ukraine et la Géorgie étaient des républiques constitutives de l'Union soviétique. Il est vrai que les 3 pays baltes ont été les 3 premiers pays à adhérer à l'OTAN, mais elles n'appartiennent pas à l'ethnie, n'est-ce pas, slave. Ce sont des germaniques. Et à l'époque, Boris Eltsine et même Gorbatchev avaient admis le détachement des 3 pays baltes. Historiquement, ils n'ont jamais fait partie de l'Empire russe de manière constante. Mais l'Ukraine et la Géorgie, attention, ne vous amusez pas, sont des pays qui ont toujours été dans l'Empire russe. Devenus indépendants, je veux bien, mais l'OTAN ne doit pas y mettre les pieds, ne doit pas déployer. Donc, c'est là une base, une ligne rouge contre laquelle la Russie réagira toujours, y compris dans l'ordre futur, n'est-ce pas? Nous assistons à un rapprochement et à une radicalisation du noyau transatlantique. Le rivage nord-américain et le rivage atlantique nord de l'Europe forment désormais une entité qu'on appelle l'Occident global, beaucoup plus étroit, beaucoup plus uni face à la guerre. Il ne l'était pas autant avant l'administration Trump, surtout que Trump avait attaqué l'OTAN, n'est-ce pas? Mais Biden avait redonné son importance à l'OTAN et avait insisté. Et le déclenchement de la guerre russe en Ukraine a encore rapproché ce noyau occidental euro-atlantique. Et ce noyau occidental constitue désormais une des bases du pôle mondial occidental. Le gel des infrastructures de coopération avec la Russie. Depuis la chute de l'Union soviétique, la Russie est entrée en coopération large et profonde avec les pays de l'Europe occidentale. Et cette coopération n'est pas seulement commerciale ou financière ou culturelle, elle a ses infrastructures qui sont les gazoducs, n'est-ce pas? En particulier, il y a 4 gazoducs principaux, n'est-ce pas, continentaux, et qui traversent la mer Baltique. Nord Stream 1, ouvert à l'exploitation en 2012, et Nord Stream 2, prêt en 2019, en décembre 2019, à la fin du mandat de Merkel, qui avait tout fait pour que Nord Stream 2 entre en application. Mais à l'époque, Trump était contre, et lorsque Biden est venu, il lui a dit « je suis encore plus contre ». Donc il y a eu une coopération structurelle entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Et cette coopération structurelle, à travers
les gazoducs en particulier, mais je peux en nommer d'autres, est aujourd'hui rompu, n'est-ce pas? Et, semble-t-il, sans retour. Est-ce qu'on peut dire, en tant que stratège, une complémentarité économique continentale est sans retour? On ne sait jamais ce que l'avenir révèle. Donc, toujours est-il que c'est la fin de la coopération structurée entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. La guerre a consacré ça, et les discours d'hier à Munich le renforcent encore plus. C'est ce que j'appelle la haine. Poutine a lancé l'opération spéciale après la fin des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Il ne faut pas l'oublier. Le timing n'est pas innocent. Les Jeux olympiques d'hiver à Pékin ont commencé du 4 au 20 février 2022. Poutine avait attendu la fin des Jeux olympiques en Chine pour déclencher l'opération militaire. Il y a une anticipation stratégique entre les deux capitales pour ouvrir une nouvelle page de leur rapport avec les puissances occidentales. Il y a une coordination anticipée. Ce n'est pas un constat a posteriori. C'est une réalité, n'est-ce pas, qui envisage le futur ordre mondial. Enfin, le pôle occidental dont je viens de parler, je vous parlerai tout à l'heure de l'autre pôle, est bicéphale. Il y a une puissance principale qui est les États-Unis et une deuxième puissance rivale qui est la politique de défense européenne. L'Europe, dans le congrès de Versailles du 11 mars 2022, donc un mois après le déclenchement de la guerre, avait rappelé la nécessité de la défense européenne. Donc l'Europe revendique un rôle mondial, y compris en matière de défense. Il y a certes une alliance, mais l'Europe, n'est-ce pas, prépare une montée en puissance à son compte. Et c'est comme ça que ni Olaf Scholz ni Macron n'ont interrompu leurs négociations avec Poutine, y compris après le déclenchement des opérations spéciales et jusqu'à présent. Et d'ailleurs, Olaf Scholz était le premier à se rendre à Pékin après avoir négocié avec Poutine par téléphone, n'est-ce pas, pour garantir les rapports entre l'Allemagne et la Chine, anticipation de l'ordre futur d'après-guerre. Donc, deux pôles qu'on appelle aujourd'hui, dans le langage stratégique, le nord global et le sud global. Dans le sud global, vous avez également un pôle stratégique qui est Chine-Russie. Il repose sur l'organisation de coopération de Shanghai qui avait commencé avec 6 pays qui sont la Chine, la Russie et 4 pays d'Asie centrale et qui s'est étendu, comme je vous l'ai dit, au Pakistan, à l'Inde et maintenant à l'Iran. Voilà le pôle d'en face. C'est un pôle bicéphale également, dans lequel Pékin revendique un rôle mondial et Moscou revendique également un rôle mondial. Et les deux ont conquis non seulement des progrès évidents en matière d'armement, n'est-ce pas, mais également dans les armes du futur, en particulier les armes supersoniques, l'espace, l'exploitation de l'espace à des fins d'intelligence, non seulement scientifique, mais stratégique. Voilà les deux pôles bicéphales. Il y a un retour de la politique de puissance, alors que la détente qui avait commencé en 1962, qui avait fini avec l'accord, la déclaration d'Helsinki du 1er août 1975, avait mis fin à la politique de puissance. Nous retournons à la politique de puissance.
vous voyez, vous constatez le réarmement de l'ensemble des pays occidentaux, le réarmement de la Chine, la nouvelle qualité d'armement de la Russie. Je n'ai pas le temps de vous faire le détail. Et dans ce nouveau déploiement de réarmement général, nous avons deux conditions politiques. Un, la montée de l'extrême droite dans les sociétés démocratiques. Une montée de l'extrême droite qui va de la Suède à l'Italie, inconnue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'extrême droite revient et pousse au réarmement, et pousse à une nouvelle vision de l'ordre mondial. Et vous avez d'autre part un recentrage des États-Unis d'Amérique sur la Pologne, sur Israël et sur la Corée du Sud. La Pologne, de préférence aux deux futures capitales, Berlin et Paris. Pologne est plus proche de la Russie, et c'est comme ça que la Pologne est devenue le canal principal de réarmement de l'Ukraine, et qui va devenir un grand centre de concentration stratégique des États-Unis, Israël pour protéger le Moyen-Orient, et la Corée du Sud, avec le Japon et l'Australie bien sûr, qui font face au voisinage de la Chine. Le recentrage stratégique concerne, nous assistons à un recentrage stratégique, c'est une des bases du scénario de futur. Examinons la carte. La mer Baltique était environnée par la Finlande à l'est, la Suède à l'ouest, qui était neutre. Le Sud a basculé en direction de l'OTAN avec l'entrée des trois pays baltes et de la Pologne. Évidemment, l'Allemagne, le Danemark, etc. étaient déjà membres de l'OTAN. Que devient la Baltique? Elle est absorbée par la domination du pôle occidental. Il reste deux petites fenêtres sur le littoral balte, qui est une ouverture vers l'Atlantique de la Russie, qui sont le golfe de Finlande, au fond duquel il y a Saint-Pétersbourg, mais qui n'est pas très navigable, mais surtout l'enclave de Kaliningrad, qui appartient au territoire russe, qui a une façade baltique, mais qui est environnée par la Lituanie à l'est et la Pologne à l'ouest. Et donc la Russie, pour accéder à son territoire, n'est-ce pas, de Kaliningrad, qui a un littoral sur la Baltique, est obligée d'emprunter un train avec l'accord de la Lituanie, membre de l'OTAN. Voilà les fenêtres qui subsistent à la Russie sur la Baltique. Ça n'est pas très fort, ça n'est pas très sûr. Donc la Baltique est désormais subtilisée au profit du camp occidental. La mer Noire, autre débouché de la Russie, la mer Noire est commandée par les Dardanelles et la Turquie avec des accords internationaux jusqu'à présent infranchissables. C'est pourquoi, pour la Russie, la mer d'Azov est si fondamentale. Je vous ai parlé de la mer d'Azov. Et la Russie veut en faire une mer intérieure en commandant bien sûr l'Est, mais également l'Ouest, et en ayant récupéré l'Ukraine, et en voulant conquérir le littoral nord au détriment de l'Ukraine. Il y a bien sûr les débouchés économiques, maritimes de l'Ukraine, etc., mais qui peuvent toujours être transférés vers Odessa. Odessa n'est pas touché jusqu'à présent par la Russie, et à mon avis ne le sera pas, mais la concentration maritime des ports de l'Ukraine autour de Mariupol, à mon avis, c'est fini. C'est devenu russe. Bon. Voilà le recentrage stratégique. L'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, vous savez que les États-Unis ont été chassés de l'Afghanistan, je l'ai rappelé tout à l'heure, en août 2021. Eh bien, qu'ont fait les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, un mois après le retrait
des forces armées des États-Unis et de l'OTAN d'ailleurs, qui assistaient les États-Unis en Afghanistan, un mois, les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai se réunissaient à Dushanbe. Dushanbe, c'est la capitale du Tadjikistan. C'est un pays islamique, chia, qui était membre de l'Union soviétique et qui est voisin de l'Afghanistan. Et donc, l'un des pays les plus proches de la Russie, de la Chine, tout en ayant été un pays membre de la Russie et qui d'ailleurs parle russe dans ses relations internationales. Dushanbe, ils ont, les 8 pays membres de l'OCS à l'époque, l'Iran étant encore observateur, mais à Dushanbe, ils ont décidé son adhésion définitive et ils ont passé un accord avec les talibans pour épargner les communautés membres de l'OCS, donc russes, chinois, pakistanais, indiens, etc., de la part des talibans. Pourquoi? Parce que le terrorisme islamique était basé puissamment en Afghanistan. C'est comme ça que les talibans sont revenus au pouvoir. Parce qu'il y a une base, n'est-ce pas, extrémiste, islamiste en Afghanistan, qui subsiste d'ailleurs. Avec une guerre Shia-Sunna, toutes les bombes qui éclatent en Afghanistan, alors que l'Afghanistan est désormais autonome et dirigé par des Afghans, par les talibans, eh bien la guerre Shia-Sunna continue et le terrorisme islamique continue de menacer la Russie à partir de l'Afghanistan. Toujours est-il que les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai sont étroitement solidaires depuis le retrait des États-Unis et de l'OTAN de l'Afghanistan. Deuxièmement, la Chine est ciblée par des sanctions. Vous voyez le harcèlement sur les Ouïghours, sur le Covid-19, sur les ballons, sur les cyberattaques et sur Hong Kong et surtout sur Taïwan. Les manœuvres militaires, les mises en garde lancées par les États-Unis contre la Chine relativement à un éventuel affrontement avec Taïwan, la Chine est sur ses gardes dans l'Indo-Pacifique et la nouvelle alliance AUKUS, c'est-à-dire l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, est une alliance militaire, n'est-ce pas? L'Indo-Pacifique est commandée dans son sud par des pays alliés de l'Occident global, tandis que toute la masse continentale se rallie plutôt, sauf l'Inde, avec le camp d'en face, avec le sud global, parce qu'ils s'estiment le sud global. Ils ont été harcelés, ils ont été occupés, ils ont été colonisés, tout ça c'est le sud global, et ils ont des réflexes de pays du sud, comme nous les Africains. Au Moyen-Orient, si la fluidité territoriale est revendiquée par la Russie, la validation des conquêtes d'Israël au détriment des territoires occupés palestiniens sera validée par les Occidentaux. Et le précédent russe favorisera cette validation. Mais le champ arabe n'est pas seulement divisé, il est fragmenté, il est plus faible que jamais. Et donc, ayons les yeux ouverts sur l'avenir immédiat de la Palestine. Dans le nouvel ordre mondial, cette question risque d'être tournée, tout simplement, éclipsée, n'est-ce pas? En Afrique, il y a des rivalités fondamentales entre Africains. On le voit en Afrique du Nord, entre l'Algérie et le Maroc, mais également des rivalités entre des régions et surtout des convoitises de la part des deux pôles. Et ces convoitises se manifestent avec la stimulation de l'Algérie dans l'axe Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, qui va se développer, qui va chasser
les Français, les Allemands, les Américains, etc. En Afrique, l'élément le plus apparent sont les manœuvres militaires. Aujourd'hui, le 17 février jusqu'au 27, commencent des manœuvres navales au large de Durban en Afrique du Sud, associant trois puissances. L'Afrique du Sud, bien sûr, la Russie et la Chine. Manœuvres navales au large de l'Afrique, sur l'océan Indien, et sont les deuxièmes de l'histoire. Mais il y en a d'autres. Vous les connaissez, African Lion, en Afrique du Nord, dans laquelle nous étions partie prenante, le bouclier du désert algéro-russe, les manœuvres Vostok en Extrême-Orient soviétique, russe, auxquelles l'Algérie a participé. Tout cela signifie que l'adhésion de quelques pays africains aux manœuvres conduites soit par un camp, soit par l'autre, signifie un certain déchirement de l'Afrique et les convoitises se poursuivent. Je crois que j'arrête là, ce n'est pas la peine d'aller plus loin concernant l'ONU, les réseaux d'alliance, le rétrécissement du champ de la neutralité, la politique de sanctions. Je crois que nous sommes allés loin, mais j'aurais été prêt à développer ces aspects. Je vous remercie.